Et on poursuit cette édition spéciale de Smart Bourse depuis cette troisième édition du Midsommar du patrimoine organisé par la CNCGP. Mon invité est désormais Sylvain Goyon, gérant actions notamment chez Montpensier Arbevel. Sylvain, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous pour évoquer un peu les perspectives de marché. On se retrouve à mi-parcours de cette année 2025. C'est toujours un bon moment pour prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé dans la perspective de ce qui peut se passer dans les prochains mois et les prochains trimestres. Sylvain, les enseignements du premier semestre en termes de dynamique de marché, on a vu des interrogations et peut-être même plus des doutes se former sur la question de la dynamique des actifs américains dans leur ensemble. On parle de la dette obligataire américaine, on parle des actions américaines, on parle de la devise américaine. Est-ce qu'on est simplement au stade du questionnement ou est-ce qu'il y a déjà une réalité derrière ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle la fin de l'exceptionnalisme américain, Sylvain ? Alors d'abord merci de me recevoir Grégoire. Oui, alors il y a quand même une réalité derrière tout ce questionnement. L'exceptionnalisme américain, c'était véritablement tout ce qu'on entendait dans le marché jusqu'à la fin de l'année dernière. Et puis on est rentré dans une zone de giration assez rapide avec finalement un Donald Trump qui a introduit lui-même ces girations avec notamment beaucoup d'imprédictibilité au niveau notamment de tous les droits de douane. Ça a déjà poser quand même un certain nombre de questions. Et puis également, finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que tout le discours qui avait trait justement à la permanence de cet exceptionnalisme, eh bien, il tient sur un fil. Aujourd'hui, si on regarde historiquement où on se situe dans une distribution, le poids des profits dans le PIB américain n'a jamais été aussi élevé. Donc on a des valorisations qui tiennent sur un fil. Ouais. C'est un questionnement où... Est-ce qu'on est déjà passé à l'acte ? Est-ce qu'on a déjà décidé de se désensibiliser structurellement d'une partie des actifs en dollars aujourd'hui ? Comment est-ce que vous regardez effectivement le positionnement du marché, peut-être pas facile dans son ensemble, Sylvain ? Alors c'est une très bonne question, Grégoire. Il y a une forme de désensibilisation que l'on retrouve dans les flux, où on a incontestablement un mouvement aujourd'hui des investisseurs en faveur de l'Europe. Alors on pourra revenir sur les raisons qui alimentent en fait ce retour sur l'Europe, mais de là à penser qu'on est sur quelque chose de structurel ou de permanent, je pense que c'est quand même beaucoup trop tôt. Fort heureusement, on parle des États-Unis, il y a la puissance des institutions qui constitue quand même un puissant retour à la moyenne. Mais dans l'intervalle, il faut vivre avec justement cette imprévisibilité dont on parlait précédemment. Ouais. Et donc dans ce jeu relatif des marchés, dans ce que j'appelle le concours de beauté permanent, oui, on redécouvre l'Europe. Les investisseurs redécouvrent l'Europe. Alors nous, opérant en France et en Europe, on connaît l'Europe, mais pour des investisseurs globaux, c'est une zone qui retrouve de l'intérêt. C'est un choix par défaut ou est-ce qu'on découvre, j'allais dire, des forces objectives européennes qu'on avait peut-être un peu oublié, Sylvain? Alors je serais tenté de dire un peu les deux, mon capitaine. Ouais. Il y a un peu de défaut et il y a de la réalité. Alors nous, en fait, la zone européenne, c'est quoi ? Depuis des années, c'est passablement ennuyeux. En fait, il ne se passe rien ou très peu. On a une croissance assez molle et bon, voilà. Et aujourd'hui, cette mollesse, cette médiocrité, d'une certaine façon, redevient attractive. Alors, pour quelles raisons ? Et c'est là où en fait on rentre sur des choses qui sont un peu structurelles, parce que pour une fois on a de la chance. On a une combinaison de facteurs qui nous aident pas mal. Le premier d'entre eux, c'est le plan de relance allemand, finalement, ce changement politique, cette volonté pour une fois de l'Allemagne d'être peut-être un peu moins économe de ses deniers et donc d'investir dans ses infrastructures. Donc ça va nous aider, et l'Allemagne évidemment étant la première économie de la zone euro, on a un effet positif de ce stimulus budgétaire. Le deuxième, malheureusement je serais tenté de dire, c'est la situation géopolitique. On a une forte mobilisation, cette fois-ci intra-européenne, avec l'émergence d'une conscience européenne et des budgets qui vont être développés pour cela. Donc ça aussi, ça vient contrebalancer les effets négatifs, en revanche, qui sont toujours là, de la difficulté du commerce international et des droits de douane avec les États-Unis. Mais donc nous, on offre un cadre juridique stable, une croissance prévisible et qui peut peut-être même être tiltée vers le haut si jamais on a une résolution heureuse de cette problématique avec les États-Unis. Absolument. Le marché, à ce stade, le marché semble être un peu moins sensible aux rodomontades de Donald Trump sur le front commercial que ce que ça a pu être à son arrivée à la Maison-Blanche et encore pire au moment de Liberation Day. Le gros du choc ou de la menace, en tout cas, semble derrière nous. Alors c'est tout à fait vrai, d'ailleurs c'est ce qu'on observe à chaque nouvelle foucade quand même de Trump. On a une réaction du marché
exemple au moment où on parle en ce moment, mais cette réaction est quand même de plus en plus limitée en termes d'amplitude, On est fort d'accord. heureusement. La volatilité est toujours là, mais elle se réduit. Ce qui signifie que le marché est en train de tirer des leçons du passé, et on voit finalement que c'est le fameux art of deal, mais c'est aussi le fameux taco, avec finalement la volonté d'aller de l'avant, mais ensuite pour faire deux pas en De arrière. se retirer très très vite. Exactement. Donc Ouais. à la fin des fins, pas grand-chose ne se passe. Bon, les atouts de l'Europe, revenons-y. Quels vont être les drivers, notamment des marchés actions européens? Vous avez cité, alors, j'allais dire la boussole de compétitivité, puisque c'est la terminologie européenne, avec des plans de relance d'investissement, en l'occurrence venant d'Allemagne. On peut ajouter peut-être le rôle de la BCE, qui finalement a rempli le job là où on en doutait encore il y a peut-être 12-18 mois, du point de vue des entreprises aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux des entreprises européennes? On a eu toute une vague de publications de résultats à l'issue du premier trimestre. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication en termes de dynamique bénéficiaire aussi de nos entreprises en Europe? Alors c'est effectivement la saison de résultats qui vient de s'achever. D'ailleurs, comme de l'autre côté de l'Atlantique, a été meilleure qu'attendue. Ouais. Un peu moins bonne en absolu de ce côté-ci, mais néanmoins quand même meilleure. Alors je suis obligé d'une certaine façon de faire un comparatif avec les États-Unis pour arriver à positionner cela. On a plusieurs avantages pour nous. Le premier, finalement, c'est celui de la stabilité institutionnelle, ça c'est vrai, mais c'est aussi finalement le fait qu'on a une économie qui fonctionne bien. On a une économie qui est au plein emploi, qui a réussi son soft landing d'une certaine façon, alors qu'il est toujours à réaliser aux États-Unis. Et de la même façon, les entreprises européennes bénéficient d'un coût de l'énergie qui a tendance à baisser, d'une inflation qui recule, et donc au niveau des marges, c'est plutôt quelque chose d'assez sain. Donc on est sur un environnement qui est plutôt porteur en relatif. Ouais. La dynamique bénéficiaire, oui, c'est un soutien pour les marchés actions en Europe. Oui, avec des attentes. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de croissance bénéficiaire en Europe. Hein, on est c'est pour ça que... Alors, Grégoire, non, mais on attend toujours une histoire un peu meilleure. C'est tout à fait vrai. Et cette année, les attentes en termes de croissance sont finalement relativement modestes, de l'ordre de 3%. Donc, il n'y a pas peut-être de quoi s'enflammer. Néanmoins, ce qui se passe aussi, c'est que les investisseurs réagissent à des valorisations relatives. Et quand on regarde aujourd'hui... alors, je suis désolé, on revient beaucoup aux États-Unis, mais ça reste le marché directeur, donc on est obligé de se référer à lui. Le PE des États-Unis, 12 mois forward, comme on dit d'habitude, c'est 22 fois. Ouais. Celui de l'Europe, on est à 13 fois. On est sur une décote, en fait, en termes historiques, qui est excessivement élevée, pour des perspectives de profit qui, finalement, sont probablement plus... Sont pas si éloignées ? Non, pas si éloignées, et probablement plus solides de ce que c'est ici de l'Atlantique, ce qui est quand même assez nouveau. Et puis, avec quelque part, et là, je vais faire peut-être un chouille de provocation, finalement... un peu d'aide de Donald Trump, alors, qui peut nous aider à optimiser la zone. Comment? Quand on regarde au niveau du commerce mondial, quelles sont les barrières non tarifaires, comment elles se répartissent dans le monde, il se trouve qu'il a quand même un point, Donald Trump, la zone qui est la plus ennuyeuse dans ce domaine, c'est nous, c'est l'Europe, avec 22% en fait, en volume des différentes barrières tarifaires, contre 16% je crois pour les États-Unis ou 17% pour la Chine. Donc si nous, on diminue en fait nos normes, ça va nous aider à croître plus vite. Il aura un point, et c'est d'ailleurs une des recommandations de Mario Draghi dans son fameux rapport. C'est des barrières alors qui sont élevées face à l'extérieur, mais ce sont aussi des barrières pour nous dans le développement des échanges et du commerce intrazone en Europe. Voilà, donc cette dynamique elle est bien enclenchée et malheureusement certains facteurs permettent de penser qu'elle est là pour durer, notamment sur le plan géopolitique. Vous êtes spécialiste du secteur de la santé, Sylvain, vous co-gérez le fonds santé chez Montpensier Arbevel avec Olivier Droyère. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce secteur que j'ai toujours vu comme étant cité pour ses qualités défensives? Alors, je mets de côté la partie biotech peut-être, mais quand on regarde les grands labos pharmaceutiques, voilà, c'est plutôt de la croissance visible, c'est l'aspect défensif. Et on a l'impression que ce secteur, a pas fait grand-chose là sur ces derniers mois, ces derniers trimestres. Alors, c'est malheureusement vrai, c'est une bonne impression. Le secteur n'a pas fait grand-chose, voire même Mais est-ce que c'est son rôle de ne pas faire grand-chose dans l'environnement de marché actuel? Non, alors justement, c'est vrai que c'est très surprenant, parce que vous avez fort justement rappelé que c'était un secteur défensif, mais on va dire que depuis son statut de star fin 2021 avec le Covid, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon. Là, en ce moment, je suis désolé de parler encore de Trump, mais on n'est pas aidé du tout par la gouvernance américaine qui a introduit énormément de biais désagréables sur le secteur avec
au choix l'arrivée de RFK, qui est Robert un Kennedy anti-vax, Jr. voilà, pardon, excusez-moi. Oui, oui. Ministre de la Santé. Exactement. Le fait que l'on vire, par exemple, avant-hier, 17 personnes au niveau de la FDA qui sont spécialisées dans le vaccin, des restrictions d'exportation sur un certain nombre de matériels médicaux. Et puis là, la dernière foucade de Trump, qui est le niveau du prix des médicaments aux États-Unis, avec la volonté de faire passer un texte de loi qui permettrait aux Américains d'avoir des produits au prix moyen européen, enfin dire de l'OCDE. Donc avec évidemment une forte déflation. Bon. Donc tout ça, évidemment, c'est pas hyper sympa, en sachant que c'est le premier marché du monde et c'est 70% de la capitalisation mondiale dans la pharmacie. Alors nous, ce qu'on constate, et évidemment, vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est normal, malgré tout, c'est que actuellement, le secteur offre un point d'entrée qui nous paraît super intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, sa valorisation intègre déjà l'ensemble des mauvaises nouvelles dont je viens de vous parler, mais de façon très sérieuse. C'est un secteur qui a pricé le pire. C'est pas le cas de tous les secteurs, mais celui-là a pricé le pire. D'ailleurs, quand on regarde en fait sur un an glissant, la plus mauvaise perf aux États-Unis, c'est la santé. Donc c'est pas pour rien, et ça dans à peu près tous ces compartiments, notamment le service. Mais tout ça pour vous dire quoi ? C'est que si on regarde effectivement dans les fondamentaux sectoriels, cette valorisation, elle n'a pas lieu de rester aussi basse. On avait 50% de primes de PE en fait sur le secteur par rapport au MSCI Monde, on va dire, c'est passé à zéro. À chaque fois qu'on est arrivé sur ce niveau de valorisation, on a généralement eu un rebond qui a suivi et qui a été assez important. Et pour quelle raison ? Parce que les drivers qu'on connaît bien, la démographie, la consommation de soins avec la population qui devient plus âgée, reste évidemment important. Et surtout, il y a quelque chose d'extraordinairement génial qui est en train de se passer en ce moment, c'est la convergence entre la tech et l'explosion de la génération de données biologiques. Donc on arrive à avoir des produits qui sont à la fois plus personnalisés, plus puissants, efficaces, donc qui traitent, et on va dire que la santé, le but c'est quand même de changer la vie des gens, et en fait on arrive à changer leur vie de façon tout à fait réelle, en améliorant finalement l'espérance de vie, en réduisant les maladies, donc ça c'est tout à fait vrai, et avec finalement aussi peut-être le secteur qui incorpore le plus tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est et sans que ça se voit d'une certaine façon. Le marché l'a pas réalisé encore. En tout cas, c'est pas dans les prix du secteur. Alors que vous le dites, et c'est vrai que moi, les discussions que je peux avoir, quand je demande où est-ce qu'on va avoir les usages, les premiers usages les plus révolutionnaires de l'IA ou des nouveaux outils d'intelligence artificielle, la santé, la médecine, le diagnostic, la prédiction. C'est le premier secteur qu'on me cite généralement. Et j'ai pas du tout l'impression que quand on gère, on se dise tiens, si je veux jouer l'IA de manière un peu dérivée, tiens, je vais aller sur la santé. Mais c'est pas naturel encore. Ce n'est pas naturel du tout. Et c'est d'ailleurs très intéressant que vous preniez l'exemple en fait de cette volonté de ne pas utiliser la santé pour jouer cela. Car d'une certaine façon, la tech a joué ce rôle de secteur super défensif à la place de la santé. Et ça, c'est assez troublant. Alors même que, je donne juste un exemple d'une boîte que tout le monde connaît, les laboratoires Roche, par exemple, en Suisse, ils dépensent 3 milliards de francs suisses par an sur ces thématiques d'intelligence artificielle et d'informatique, mais dédiées donc à la santé, à la description de molécules. Et c'est beaucoup, je me rends pas compte, parce que 3 milliards, ça ne veut rien dire, mais donc, même pour une boîte de la taille de Roche, c'est beaucoup, absolument. Donc tout ça, alors le secteur n'a pas attendu que ça devienne un buzz pour l'intégrer. Vous avez cité à peu près tous les domaines sont concernés, que ce soit le diagnostic, que ce soit la radiothérapie, que ce soit la définition de médicaments, que ce soit même les services. Ils s'en sont pas assez vantés. Non, d'une certaine façon, non. C'est tout à fait vrai. Et donc, on le voit en fait. D'ailleurs, on commence à recevoir, quand on reçoit certains analystes, un analyste par exemple MedTech qui va être accompagné d'un analyste spécialisé dans le software. Voilà. Donc on a cette convergence qui est tout à fait réelle. L'hybridation est en train de se faire. Et d'ailleurs, ce qui est un terme tout à fait approprié pour parler de ce domaine. Merci beaucoup Sylvain, merci d'être venu nous éclairer sur ces perspectives d'investissement et cet environnement de marché avec ce focus sur le secteur de la santé qui est un de vos domaines d'expertise. Sylvain Goyon, gérant chez Montpensier Arbevel, avec nous depuis cette 3e édition du Midsommar du patrimoine.